هذا العدد برعاية أسترازينيكا. Salam, nous parlions la dernière fois du cancer de la prostate avec toutes les généralités qui concernent cette maladie et nous nous sommes aussi intéressés au volet diagnostic. في المرة الأخيرة تحدثنا على سرطان البروستات مع كل المعلومات العامة اللي تخص هذا المرض. Le toucher rectal reste le moyen le plus connu, examen fait par le médecin. Il permet de palper la prostate et surtout de déceler des modifications pour le volume, pour la forme et pour la consistance. Un examen sanguin aussi est possible, ce qu'on appelle le dosage du PSA, second outil de dépistage du cancer de la prostate. PSA, antigène spécifique de la prostate. الفحص الذي يقوم به الطبيب يسمح بتحسس البروستات خاصة الكشف عن التغيرات في الحجم وفي الشكل. من الممكن أيضا إجراء فحص دم باستخدام ما يسمى باختبار PSA وهو أداة الفحص الثانية لسرطان البروستات. Quid alors de la prise en charge du malade justement et la grande question, à quel moment la prise en charge passe-t-elle de l'urologue vers l'oncologue? Nous en parlons avec notre invité du jour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Abdelwahab Belkacem Nasser. Professeur, bonjour. Bonjour. Marhaba bik, vous êtes chirurgien urologue au CHU de Bab el-Oued d'Alger. Alors, on a parlé à l'instant de la pratique du toucher rectal. Le médecin palpe la prostate. Il y a trois notions. Il y a d'abord le volume, la forme et puis la consistance. On va s'arrêter sur chacune d'elles. Commençons par le volume, yani le hajm. Ça veut dire quoi? C'est plus grand, c'est plus petit? D'abord, il faut dire que la prostate, c'est quoi? C'est un organe qu'on retrouve chez l'homme, qu'on ne retrouve pas chez la femme. C'est spécifique à l'homme. C'est un organe qui se situe sous la vessie. C'est beau, c'est un organe qui entoure l'urètre, le canal par où passent les urines. Il entoure. Il augmente de manière naturelle et physiologique avec l'âge. Et nous avons la chance justement de pouvoir toucher cette prostate. Quand on fait un toucher rectal, on peut palper cette prostate et savoir si elle est augmentée de volume, si elle est d'aspect normal ou bien il y a des anomalies au niveau de cette prostate. Donc pour le volume, elle sera plus grande? Le volume normal, c'est comme une châtaigne, c'est 25-30 grammes. Mais à partir de 50 ans, chez l'homme, cette prostate va augmenter de volume. Ceci dit, l'augmentation du volume seul ne veut rien dire, puisqu'on a des hommes qui ont des prostates augmentées de volume qui ne souffrent pas. Et l'inverse est vrai, dans le sens où on a des hommes qui ont une petite prostate, mais qui entraînent une symptomatologie très importante. Donc le volume, on le prend en considération quand on décide d'opérer une pathologie bénigne. Maintenant, pour ce qui est des pathologies cancéreuses, c'est autre chose. D'accord. Et pour ce qui est maintenant de la forme, professeur? De la forme, on a dit, bon, c'est une châtaigne à l'état normal, mais ceci dit, quand elle augmente de volume aux dépens des deux lobes. Généralement, la prostate est constituée de deux lobes, le lobe gauche, le lobe droit, et quelquefois, il y a un troisième lobe, ce qu'on appelle le lobe médian. Donc, généralement, c'est comme dans la pathologie bénigne, ce qu'on appelle l'adénome de prostate, c'est généralement comme on aura une consistance comme une balle de tennis. Ce n'est pas le cas quand il s'agit d'un cancer de prostate. D'accord. Donc, la forme, elle varie. On peut avoir 60 grammes. On a vu même des patients avec des prostates qui dépassent les 200-300 grammes. Donc, à chaque cas, son volume. Et on arrive au troisième aspect qui est la consistance. Que veut-on dire par la consistance? La consistance est un élément très important. Quand on examine un patient qui vient nous voir pour trouble urinaire, bien sûr, on va l'interroger sur la symptomatologie. Ensuite, on termine l'examen clinique par un toucher rectal. Et le toucher rectal va nous renseigner justement sur l'état de cette prostate. Est-ce qu'elle est augmentée de volume? Si elle est augmentée de volume, est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elle n'est pas douloureuse? Ça nous oriente vers une hypertrophie bénigne de la prostate. C'est la pathologie bénigne. Par contre, quand on fait un toucher rectal et qu'on va retrouver une prostate dure, irrégulière, asymétrique, ça, par contre, ça nous fait suspecter un cancer de prostate. Et enfin, quelquefois,
dans les pathologies infectieuses, qui est connue une infection par exemple, la prostate, elle est augmentée de volume, mais elle est douloureuse. Généralement, quand il y a une infection prostatique, c'est très difficile de pratiquer le toucher rectal, tellement c'est dur, parce qu'il y a de l'inflammation qui rend difficile le toucher rectal. Très bien. Donc, à chaque pathologie, c'est signe au toucher rectal. Très bien, on a parlé de cette technique la plus connue en tous les cas. On va maintenant parler d'une technique qui date aussi d'une quarantaine d'années. Il s'agit du dosage du PSA dans le sang. Question simple, c'est quoi ce dosage PSA? Le PSA, c'est un dosage sanguin qu'on peut faire par une prise de sang. C'est un antigène spécifique de la prostate. C'est un dosage qui est spécifique de la prostate, mais qui n'est pas spécifique du cancer de prostate. C'est très important. C'est un antigène qui est sécrété par les cellules prostatiques, les cellules épithéliales prostatiques. Donc c'est normal que plus il y a des cellules prostatiques, plus il y a sécrétion de cet antigène spécifique prostatique. Ceci dit, quand il y a une pathologie bénigne avec une augmentation du volume de la prostate, le PSA sera sécrété de manière importante, mais dans la pathologie cancéreuse, ce taux va être très important. Dans le sens où un taux normal du dosage du PSA, il est entre 0 et 4 nanogrammes par millilitre. Ça, c'est ce qu'on retient en général. Ceci dit, lorsqu'il est entre 4 et 10 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire il est quand même supérieur à la normale, donc nous, on a peur du cancer de prostate. Donc on va céder par exemple, le rapport entre le PSA libre sur PSA total. Parce qu'il faut savoir que ce PSA, il est sécrété dans le sang sous deux formes. Il est sécrété dans la majorité des cas, associé à une protéine, c'est le PSA total, c'est dans 70% des cas, mais il est sécrété aussi sous forme libre. Ça correspond à 30% du PSA qu'on peut retrouver. Donc, le PSA libre sur le PSA total, ça va nous donner un rapport. Et si ce rapport il est inférieur à 20%, on pense à une pathologie cancéreuse, sans être sûr. Par contre, si ce rapport PSA libre sur PSA total est supérieur à 20%, on pense beaucoup plus à une pathologie bénigne. Ça, c'est Aussi, on peut s'aider par ce qu'on appelle la densité du PSA. C'est quoi la densité? C'est le rapport entre le poids, le PSA sur le poids de la prostate. Et si la densité est élevée avec une prostate qui est de petit volume, ça nous fait suspecter le cancer de prostate. D'accord. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans les inflammations ou bien dans les infections, le PSA, il est augmenté de manière très importante. Mais quand on traite ces infections, ce dosage va redevenir à la norme. Ça nous conforte dans le diagnostic d'infection ou bien d'inflammation. Alors techniquement parlant, est-ce qu'aujourd'hui le dosage PSA est un examen facile à la portée de tous les laboratoires? Ça demande une technicité particulière, des réactifs particuliers? Le PSA, c'est un examen simple à réaliser. Il suffit d'une prise de sang. Généralement, ça ne nécessite pas vraiment une technicité très importante, puisque en Algérie actuellement, tous les laboratoires disposent des réactifs nécessaires et tous les labos sont prêts à faire ce type d'analyse. Ceci dit, ce qu'on me demande par contre aux patients, c'est quand il fait un dosage du PSA, ça serait bien de le faire toujours dans le même labo, dans le sens où, puisque ce labo va utiliser une technique particulière de dosage du PSA. Et s'il change de technique de dosage, ça peut fausser les résultats, c'est-à-dire ça nous... Biaiser. Absolument, absolument. C'est pour ça que généralement on dit aux patients, si vous avez fait le premier dosage dans ce laboratoire, continuez toujours à faire ce dosage dans le même laboratoire. C'est une méthode aujourd'hui à 100% efficace, fiable pour déterminer justement les risques d'un cancer de la prostate, professeur? Ça nous aide. C'est un élément à prendre en considération, en association bien sûr avec le toucher rectal. Donc c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois.
on l'a dit, ce n'est pas un examen spécifique au cancer de prostate. C'est un examen qui est spécifique à la prostate, mais pas au cancer, vraiment au cancer de prostate. C'est vrai que lorsqu'il est augmenté de volume, ça nous fait suspecter le cancer de prostate. Ceci dit, quand on utilise ce dosage du PSA, quelquefois dans les pathologies bénignes, c'est-à-dire une prostate bénigne, mais avec un poids qui est très important, par exemple supérieur à 100 grammes, on peut avoir des dosages du PSA supérieurs à 4. Ils sont à 6, à 8 nanogrammes par millilitre. Et quand on voit 8 nanogrammes par millilitre, on se dit que c'est un cancer. Eh bien non, parce que c'est une prostate qui est augmentée de volume. Et on l'a dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de cellules prostatiques qui sécrètent justement cet antigène. Donc, il est tout à fait normal que ce dosage soit augmenté. Maintenant, ce qui nous aide dans le diagnostic, c'est que dans la pathologie bénigne, même si ce dosage il est élevé, mais cette élévation va rester stable dans le temps. Ça, c'est en faveur de la pathologie bénigne. Par contre, quand il y a un cancer, si par exemple en janvier, on fait un dosage du PSA, il est à 6 ou bien à 8, on le refait 6 mois après, on va le retrouver à 12, à 16. Ça, donc, c'est ce qu'on appelle la cinétique et la vélocité du PSA. Dans le cancer, il continue toujours à augmenter. Dans la pathologie bénigne, même s'il est augmenté au départ, il va rester augmenté, mais pas beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, on parle aussi, professeur, de la biopsie prostatique. Est-ce que c'est la même chose que le dosage PSA, ou plutôt c'est un examen approfondi? Et justement, quand la pratique-t-on? Alors, la biopsie prostatique, ça nous permet de prélever des fragments de la prostate et de les analyser sous microscope. Parce que, quand bien même on est orienté vers une pathologie cancéreuse, le seul examen de certitude qui nous permet que ce patient il a un cancer de prostate, c'est l'histologie, c'est-à-dire c'est l'étude anatomo-pathologique. Donc, il faut prélever quelques fragments de cette prostate et on va les analyser. La biopsie prostatique, on l'a fait quand le PSA il est augmenté, quand il y a une anomalie du toucher rectal. Ces deux éléments, et aussi maintenant ce qu'on a inclus, on a inclus l'IRM prostatique ou bien pelvienne, parce que quand il y a une suspicion de cancer de prostate, la tendance actuelle c'est de faire une IRM pelvienne prostatique. Ça nous aide à voir l'état de cette prostate et de retrouver quelques signes en faveur du cancer de prostate. Et quand on fait justement cette biopsie, on fait suivant une cartographie bien définie, mais on axe beaucoup plus sur les zones qui ont été vues à l'IRM, on prélève beaucoup plus sur ce qui a été vu à l'IRM. D'accord. Donc la biopsie prostatique, ça se fait couramment, ça nécessite un petit traitement de 48 heures par des antibiotiques et des lavements, parce que ça se fait par voie transrectale et guidé par échographie. C'est-à-dire on introduit une sonde d'échographie au niveau de l'anus et on voit cette prostate et on va faire des prélèvements. Généralement, comme on sait que la prostate c'est 2 lobes, un lobe gauche et un lobe droit, généralement on prélève 6 lobes à gauche et 6 prélèvements à gauche et 6 prélèvements à droite. Très bien. Voilà. Alors merci pour tous ces détails techniques. Maintenant, on va parler de la prise en charge du malade atteint du cancer de la prostate. Par quelle étape il doit passer? وش من المراحل لازم يجوز عليهم هذا المريض؟ Alors, هذا المريض اللي عنده سرطان تاع la prostate. C'est-à-dire شفناه حضرنا معاه قلبناه on a fait le toucher rectal درنا le PSA il est élevé درنا l'IRM prostatique اللي بينتنا بلي كاين des zones suspectes de cancer de prostate. Donc on a fait la biopsie. La biopsie nous a montré qu'il s'agit d'un cancer de prostate, donc le diagnostic, ça y est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir est-ce que le cancer il est localisé ou bien il est disséminé, est-ce qu'il est métastatique? Dans ce cas-là, il faut faire des examens complémentaires. Et le premier examen complémentaire, à part l'IRM qui a déjà été faite avant la biopsie, on va faire une scintigraphie osseuse. Parce que le saratan, la prostate, il aime l'adam. Donc on fait une scintigraphie osseuse
pour voir ce qu'il y a des métastases osseuses. Et quelquefois aussi, on fait un scanner thoraco-abdominopelvien. Et donc, on aura une idée précise sur le stade du cancer de prostate. Est-ce qu'il est localisé? Est-ce qu'il est métastatique? كي نعرفوا le stade هذاك الوقت نشوفوا مع المريض نهضروا على كاع الامكانيات تاع les thérapeutiques qu'on peut proposer. D'accord. Alors c'est un cancer qui évolue lentement par rapport à d'autres types de cancers. C'est un avantage pour la prise en charge, professeur Hani, le fait les Bon, l'évolution lente, c'est ça. L'évolution lente du cancer de prostate, c'est généralement les sujets âgés. Plus الانسان يكون كبير surtout فايت 75 سنه ولا 80 سنه صح هذاك الوقت الكونسير تاعو يمشي tellement بالعقل que يموت d'une cause autre que le cancer. C'est pas le cancer qui va le tuer. Il va mourir de vieillesse ou de... C'est ça, ou bien d'autres choses. Par contre, si le cancer est un sujet jeune, moins de 60 ans, là, il est agressif. Il faut, dans ce cas-là, se donner tous les moyens pour essayer de contenir ce cancer. Voilà. Très bien. Et la grande question, justement, à quel moment la prise en charge passe de l'urologue vers l'oncologue? C'est aujourd'hui la question qui se pose. Vous, en tant qu'urologue, quelle est votre réponse? Mais je dirais que déjà, la prise en charge du cancer de prostate, comme la majorité des autres cancers, elle est pluridisciplinaire. Hein. Il y a l'urologue, c'est vrai, c'est le spécialiste de l'organe, mais il y a aussi le radiothérapeute, il y a aussi l'oncologue. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que quand on fait le diagnostic, c'est généralement l'urologue qui fait le diagnostic. Ensuite, il le stadifie. Ça dépend. S'il est localisé, c'est-à-dire il faut savoir que la prostate, elle est entourée d'une capsule qui protège cette prostate. Tant que la capsule n'est pas franchie, il est localisé, on peut l'opérer, enlever complètement cette prostate et guérir ce patient. C'est extraordinaire, c'est-à-dire on peut guérir ce cancer quand il est diagnostiqué tôt. C'est une chance qu'on a. Maintenant, quand la capsule elle est franchie, c'est-à-dire ce cancer commence à se propager, il est localement avancé, il y a deux hypothèses. Soit on peut éventuellement opérer, mais associer d'autres thérapeutiques, ou bien le confier en radiothérapie. Ceci dit, même dans les stades localisés, si on ne peut pas opérer, on peut aussi proposer la radiothérapie qui donne d'aussi bons résultats que la chirurgie. Et enfin, si le cancer il est disséminé, il y a des métastases, le premier traitement, c'est l'hormonothérapie. C'est généralement l'urologue qui commence à donner cette hormonothérapie, mais quelquefois, dans des stades métastatiques, il faut associer soit d'emblée une chimiothérapie, soit secondairement, soit une chimiothérapie, soit de nouvelles molécules d'hormonothérapie. Là, on fait appel à l'oncologue. Donc, généralement, la prise en charge, l'oncologue, il connaît le patient, le radiothérapeute aussi, l'urologue aussi. Généralement, c'est une décision collégiale qu'on prend pour chaque patient. C'est ça, c'est dans le cadre des réunions multidisciplinaires. Alors aujourd'hui, les spécialistes recommandent un dépistage annuel, systématique du cancer de la prostate entre 50 et 75 ans. Vous abondez dans le même sens, professeur? Un dépistage individuel, oui, puisque toutes les sociétés savantes, c'est ce qu'elles recommandent. Par contre, le dépistage de masse n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, si on va dans un marché, par exemple, et on va prendre les hommes à partir de 50 ans, leur dire on va vous faire un dépistage, et un dépistage se fait par un toucher rectal et un dosage du PSA, ça n'a pas d'intérêt. Donc le dépistage doit être individuel. Quand le patient il est en face de nous, on va l'informer, en sachant que le dépistage c'est quoi? C'est un patient qui ne souffre pas, qui n'a aucun symptôme urinaire. Aucun signe. Voilà. C'est ça le dépistage. Donc il faut l'informer des avantages qu'on peut avoir en faisant un dépistage, des chances qu'on peut trouver même un cancer, mais un stade localisé, et offrir une thérapeutique adaptée et guérir ce patient. Donc généralement, c'est à partir de 50 ans jusqu'à 70-75 ans, disons.
C'est ce qu'il faut faire comme dépistage individuel. Par contre, il y a quelques fois où le patient, il a dans la famille... Des antécédents familiaux. C'est ça. Soit le père, les oncles, ils ont fait des cancers de prostate. Ou bien la maman, ou bien les tantes ont fait des cancers du sein, ou bien des cancers de l'ovaire. Dans ce cas-là, on va commencer le dépistage avant 50 ans. On va commencer à partir de 45 ans et on va faire un toucher rectal, un dosage du PSA. Pourquoi ? Parce que chez ces patients-là, on suspecte une prédisposition génétique. Donc il faut les surveiller bien plus que les autres patients. Et on va terminer sur justement l'utilité du dépistage précoce aujourd'hui. C'est avéré, plus on détecte tôt, plus on a une chance de s'en sortir. Absolument. On peut guérir le patient, c'est très important. Et il faut savoir que dans les pays européens ou bien aux États-Unis, ils font le dépistage, ils trouvent le cancer, et quelquefois ils trouvent le cancer tellement à un stade vraiment tellement petit qu'on décide de le suivre et de ne pas le traiter immédiatement. On fait ce qu'on appelle une surveillance active. Et on va lui refaire le PSA, le retoucher, lui refaire l'IRM. Et si vraiment ce cancer évolue, on va le traiter au moment opportun, toujours dans le but d'être curateur, c'est-à-dire de le guérir. C'est ça l'objectif principal. Et toute notre stratégie doit aller dans ce sens. Justement. Très bien. Nous avons des questions du grand public. Professeur, combien dure le toucher rectal ? La pratique est-elle risquée ? Non, le toucher rectal fait partie de l'examen clinique. C'est un examen que tout médecin, je dis bien que tout médecin généraliste, médecin spécialiste, doit faire chez ces patients qui souffrent pour troubles urinaires. Ça fait partie de l'examen clinique. C'est un examen très simple à réaliser. Ça dure une minute, 2 minutes, pas plus. Et il n'y a aucun risque. Aucun risque. D'accord. Le dosage PSA peut-il être effectué lors d'analyses sanguines classiques ? Voilà, pour un bilan lipidique, c'est la question du téléspectateur. Ça doit se faire. Ça doit se faire. Ça, bien sûr, ça peut se faire. Mais il faut que le médecin... quand il va pratiquer ou bien il va demander des bilans, que ce soit une glycémie, un taux de cholestérol, il faut qu'il ait à l'esprit de demander en même temps chez un patient de plus de 50 ans un dosage du PSA. On n'a rien à perdre, comme dirait l'autre. Absolument. Voilà. Tout à gagner. Tout à gagner. La biopsie prostatique est-elle douloureuse ? Troisième question. Douloureuse, non. Mais je dirais, quelquefois oui, c'est clair, il n'y a pas du 100%. Mais il faut savoir que lorsqu'on pratique cette biopsie, on fait quand même, en plus de la préparation des antibiotiques, les lavements rectaux, on fait une anesthésie locale. Et ça marche, ça se fait en ambulatoire, c'est-à-dire on l'a fait le matin, l'après-midi, il est chez lui. Quelquefois, chez des patients vraiment sélectionnés, on peut faire cette biopsie sous anesthésie loco-régionale. D'accord. Voilà. Les biopsies prostatiques sont-elles pratiquées par des urologues ou des radiologues ? L'avant-dernière question. Oui, la biopsie prostatique, généralement, je dis bien en Algérie du moins, c'est les urologues qui la pratiquent. Puisqu'ils connaissent, c'est eux qui reçoivent d'abord le patient, ils font le bilan d'extension, ils suspectent d'abord le cancer de prostate, et c'est eux généralement qui font la biopsie prostatique. Ceci dit, les radiologues aussi peuvent faire la biopsie prostatique si ces radiologues s'intéressent aux pathologies prostatiques, pourquoi pas, il faut faire ce qu'on sait faire. Voilà. Quel est le rôle du médecin traitant ? Vous en parlez depuis tout à l'heure, professeur. Le médecin traitant, le médecin de famille, et aussi le médecin généraliste, c'est la pierre angulaire de la prise en charge du cancer de prostate. هو الأساس في التوعية تاع المريض, dans le sens où c'est lui qui connaît le patient. Il le connaît, il connaît ses antécédents, il connaît les comorbidités, les traitements qu'il est en train de prendre. Donc il peut discuter avec lui, et même s'il n'a pas de signe urinaire, il va discuter avec lui, il va lui dire on va vous faire un dosage du PSA, on va vous examiner, faire un toucher rectal pour voir la prostate, et s'il suspecte, s'il y a une suspicion du cancer de prostate, le médecin de famille va l'orienter à l'urologue. Et l'urologue, lui, il va pousser un peu plus, il va soit demander une IRM, faire la biopsie,
pour voir si vraiment il faut toujours travailler en réseau, dans le sens où médecin généraliste, médecin spécialiste, toujours travailler en réseau pour le bien du patient. C'est comme ça que toutes nos stratégies doivent être axées sur cet axe, justement, médecin généraliste, médecin spécialiste. Merci beaucoup, professeur Abdelwahab Belkacem Nasser. C'est moi. شكرا على هاد التوضيحات. Chirurgien urologue, CHU Bab el Oued Alger, je rappelle. Merci beaucoup. Voilà, c'était le numéro du jour consacré bien sûr au cancer de la prostate et notamment aujourd'hui le volet diagnostic. Nous allons bien sûr y revenir dans nos prochains numéros. Merci. Shukran al-Mutabara. Salam. هذا العدد برعاية أسترازينيكا.